passons à la situation au Proche-Orient. L'actualité du jour, c'est ce Conseil de sécurité de l'ONU qui a tenu une réunion virtuelle publique. Le ministre palestinien des Affaires étrangères y a accusé Israël de crimes de guerre, tandis que le représentant israélien accusait le Hamas d'avoir prémédité une guerre avec Israël et de vouloir s'emparer du pouvoir en Cisjordanie. Bref, la tension ne baisse pas du tout. Est-ce que l'ONU, à votre avis, Isabelle de Golemin, a les moyens de faire quelque chose? En fait, c'est pas l'ONU, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que là, ça fait des années que l'ONU ne fait rien parce que les États-Unis ont bloqué toute solution. Enfin, en tout cas, ils ont bloqué toute sanction. Donc là, on peut se demander effectivement la vraie interrogation, la vraie question dans cette histoire, c'est qu'est-ce que va faire Biden? Pour l'instant, il a l'air très prudent, il n'a pas envie de se mettre ce conflit sur les bras. On voit bien qu'il hésite entre une aile gauche qui lui demande d'intervenir et de un peu moins soutenir Netanyahou, et puis une aile droite et la population américaine qui est quand même très pro-israélienne. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, chaque fois que Netanyahou faisait un pas en avant pour plus de colonisation, pour moins de droits pour les Palestiniens, etc., en fait, les États-Unis le soutenaient. Et à chaque fois, les États-Unis rejetaient toutes les résolutions qui étaient contraires aux intérêts d'Israël. Donc la vraie question, à mon avis, c'est pas qu'est-ce que peut faire l'ONU, mais qu'est-ce que peut faire Biden. Oui, mais enfin, l'ONU, tout de même, s'est constitué. Il y a un conseil de sécurité. Bah justement, au Conseil de Oui, mais sécurité, le c'est Conseil pour de l'instant sécurité, les c'est États-Unis ça. qui Donc bloquent. ça ne sert plus à rien, quoi. Mais ça, écoutez, ça fait depuis combien de temps que l'ONU fait des résolutions qui devraient être cruciales sur Israël? La plus célèbre, c'est la 242, rappelez-vous, en tout cas les livres d'histoire, la guerre de 67, revenir sur les territoires occupés, enfin revenir chacun dans sa partie. Ça n'a jamais, Israël s'est toujours assis sur les résolutions de l'ONU. Pourquoi? Parce qu'ils ont un grand ami, un grand allié qui est en effet les États-Unis. Donc tant qu'il n'y a pas, en effet, je suis totalement d'accord, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas un engagement américain, mais dans un sens, disons, plus de... Vous savez, pendant assez longtemps, ils ont joué dans ce dossier, enfin pendant certaines périodes, le rôle de courtier honest broker, quoi. C'était d'ailleurs une fonction qui leur revenait, mais ça dépend aussi des présidences. Là, ce qui s'est passé avec la présidence Trump, c'est qu'il y a eu un alignement total sur, la politique de construction de colonies à outrance de Netanyahou, et qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour Biden, il n'est pas évident de revenir, de revenir à un équilibre plus juste. Maintenant, et puis aussi dans un contexte que vous demandez que peut faire l'ONU, mais en plus dans un contexte quand même où le multilatéralisme, où le droit international a quand même perdu beaucoup de sa superbe. Où aujourd'hui, on est dans les relations internationales, dans la loi du plus fort, du deal en direct. Alors ça revient un petit peu, disons que les choses ont tendance à revenir un petit peu dans le droit chemin. Là, avec l'accord de Paris, on le voit en effet avec notamment une attitude américaine un peu nouvelle, mais enfin, bref, on n'est pas encore au règne du droit. Cela dit, on voit quand même qu'en effet, Biden a une vision peut-être plus équilibrée, qui veut peser sur... Aujourd'hui, il y a tous ces pays arabes, notamment les pays du Golfe, qui ont fait un vrai rapprochement avec Israël. Ce rapprochement, il n'est pas non plus inconditionnel. C'est-à-dire que si Israël se comporte Enfin, je veux dire, attention, Israël répond aussi à un mouvement terroriste qui s'appelle le Hamas. Hein. Bon, mais il y a quand même le poids des opinions publiques dont il faut tenir compte. Et c'est pour ça, je pense qu'en effet, Biden a une carte à jouer et que l'Europe doit l'y aider. La France et l'Europe doivent l'y aider. Jérôme Sainte-Marie. Donc on oublie l'ONU, hein, donc je n'en parle plus, j'ai bien compris. De toute façon, Conseil de sécurité fermé. Est-ce que Biden pourrait évoluer, donc, puisque tous les regards se portent vers les États-Unis, est-ce que Biden pourrait évoluer par rapport à la politique de Trump, par exemple? Alors, puisque vous me posez la question, je ne vais pas vous y répondre, puisque je connais pas trop mal, c'est la question du point de vue américain. Je vais vous répondre, par contre, un petit peu par rapport à la France. C'est très important, Alors, vous savez... Je me permets de vous interrompre, parce que la France, on va en parler dans un instant. Valérie Lecalde, vous avez une opinion sur cette politique de Biden qui pourrait peut-être évoluer? Ça m'intéresse beaucoup de constater que c'est le seul point aujourd'hui sur lequel Biden fait à peu près la même chose que Donald Trump. C'est-à-dire qu'il a fait machine arrière sur absolument tout le reste, sauf sur ce sujet-là. Donc ça interroge. Et ça interroge sur la société américaine. Comme vous savez, il y a une sensibilité pro-israélienne extrêmement forte aux États-Unis pour des raisons historiques. Les États-Unis ont accueilli beaucoup d'émigrés juifs, notamment après la Seconde Guerre mondiale, et il y a une communauté juive aux États-Unis très forte. Et qui est plus importante que la population de l'État d'Israël, dit-on. Et voilà, exactement. Et très puissante à plein de points de vue, en termes d'opinion publique, en termes de puissance intellectuelle et financière. Et je pense que pour Joe Biden, quelles que soient ses convictions profondes,
c'est absolument impossible pour lui de s'exonérer de ce monde-là, parce que vous savez que les campagnes politiques aux États-Unis coûtent cher, elles sont financées de façon privée, etc. Donc on ne peut pas se couper de ces gens, de cet électorat-là, on va dire, aux États-Unis. Donc je pense qu'il est extrêmement prudent là-dessus et qu'il continue à défendre Israël de la même façon qu'il a fait. Et le pendant de ça aussi, c'est qu'il faut aussi se mettre à la place des Américains, que je connais un petit peu. Et pour eux, les Palestiniens, c'est des terroristes dans leur tête. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce d'image des Twin Towers, des machins, etc., et une espèce d'association. Alors, moi, je suis d'accord, ça n'est que s'il y a des images qui deviendraient dérangeantes. Vous savez, la guerre du Vietnam, elle a basculé quand il y a eu cette petite fille avec le napalm. Donc, effectivement, s'il y a un problème humanitaire grave, je pense qu'à ce moment-là, Joe Biden sera obligé d'en tenir compte et sinon, il ne va pas véritablement... Mais on voit bien qu'il est extrêmement prudent, et quand on connaît la société américaine, on peut le comprendre, parce que d'un point de vue purement, même dans son propre électorat, c'est très compliqué d'avoir un revirement stratégique fort. En tout cas. Alors, on va continuer à en parler. On va parler aussi de l'initiative française, européenne, mais d'abord, 20h40, le fil info, Frédéric Beniada. L'absence de remords de Valentin Marconne, mis en examen pour assassinat ce soir pour avoir tué son patron et un employé de la Syrie où il travaillait dans les Cévennes. La préméditation ne fait aucun doute. Lors de sa garde à vue, Valentin Marconne n'a exprimé aucun regret quant à son geste. Il dort ce soir en prison et risque la prison à vie. Valentin Marconne, placé en détention provisoire. À Ivry-sur-Seine, l'adolescente de 14 ans qui a mortellement poignardé Marjorie vendredi dernier a été mise en examen pour meurtre. Marjorie, venue au pied de la cité Pierre et Marie Curie défendre sa petite sœur après des insultes sur les réseaux sociaux, décédée après un coup de couteau au thorax. Un rassemblement des proches de Delphine Jubilard aujourd'hui. Une centaine de personnes se sont réunies à Cagnac-les-Mines dans le Tarn où a disparu cette infirmière de 33 ans il y a tout juste 5 mois. Une information judiciaire avait été ouverte à l'époque pour enlèvement, détention et séquestration. Au Proche-Orient, au moins 40 personnes tuées aujourd'hui dans les frappes israéliennes dans la bande de Gaza. À Jérusalem, une attaque à la voiture bélier a également fait plusieurs blessés. C'est le plus lourd bilan quotidien depuis le début des hostilités. Israël accuse le Hamas d'avoir prémédité le conflit en cours. Le ministre palestinien des Affaires étrangères dénonce l'agression d'Israël contre le peuple palestinien et ses lieux saints. Les appels à un arrêt des hostilités se multiplient depuis l'ONU. Gabriel Attal, candidat en Ile-de-France sous l'étiquette La République En Marche pour les régionales les 20 et 27 juin prochains. Le porte-parole du gouvernement soutiendra Laurent Saint-Martin, mais en dernière position. Il retrouve son département, les Hauts-de-Seine, où il avait déjà été élu député. Gabriel Attal est le 5e membre du gouvernement à faire campagne en Ile-de-France. Peut-être le grand soir pour Lille, le LOSC peut être champion de France dès ce soir en cas de résultat moins bon du Paris Saint-Germain. Les Lillois reçoivent Saint-Étienne. Pour être sacrés dès ce soir, ils doivent gagner, mais il faudra aussi que le Paris Saint-Germain fasse match nul ou perde contre Reims. Toutes ces rencontres à vivre sur France Info à partir de 21h. France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. Et nous débattons de cette crise au Proche-Orient. Alors on a bien compris que tout se décide à Washington. Un mot tout de même de la diplomatie française. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, était l'invité de France Info hier soir. Écoutez-le. Les uns et les autres d'agir pour faire pression sur tous les acteurs pour que la trêve puisse se mettre en œuvre. Je compte beaucoup sur la médiation égyptienne parce que les Égyptiens sont un peu les seuls qui parlent à tout le monde. Nous sommes dans un groupe d'action commune entre les Allemands, les Égyptiens, les Jordaniens et nous-mêmes pour sans arrêt essayer de faire renouer les fils du dialogue. Alors Jérôme Sainte-Marie, je vous ai coupé la parole de manière un peu cavalière tout à l'heure, mais maintenant on parle de la diplomatie française, peut-être de l'opinion publique française aussi qui a bougé depuis des années. Oui, alors il faut savoir que ça a toujours été une question presque intérieure, la question israélo-palestinienne. Quand on parle d'importer le conflit a toujours été là, pour une raison excellente. Vous savez, c'est l'ONU qui crée Israël, c'est un pays qui est créé par une déclaration, où les 5 membres du Conseil de sécurité, qui est tout nouveau, c'est juste après la guerre, y compris l'URSS et la France, votent pour la création de l'État d'Israël. Donc l'ONU servait encore à quelque chose. Et la France a eu une politique, une alliance, plus qu'une politique, une alliance avec Israël extrêmement engagée, notamment à l'époque de Vincent Auriol, pas de Vincent Auriol, oui,
de Guy Mollet, pardon, et nous avons joué un rôle très important, par exemple, en permettant à Israël de construire une bombe atomique. C'est pas rien comme accord, si vous voulez. Et il faut attendre 1958 et l'arrivée du général de Gaulle pour que les choses se rééquilibrent. Je ne saurais trop conseiller aux auditeurs d'aller regarder, c'est sur l'INA, on trouve ça sur le site de l'INA, on trouve ça sur Internet, la célèbre conférence du 27 novembre 1967 prononcée par le général de Gaulle. C'est assez terrible à regarder parce que on voit le contraste entre ce qu'était la voix de la France sur la scène internationale à l'époque et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, quelles étaient en tout cas nos ambitions. Et je crois qu'aujourd'hui, on paye plusieurs choses dans notre action diplomatique. Le fait qu'on a un pays affaibli, le fait qu'on ait un pays peut-être aussi plus divisé sur ces questions-là pour des raisons diverses qu'on ne l'était à l'époque. Le fait également qu'on est pris maintenant dans une diplomatie européenne en grande partie. Or, au niveau européen, vous avez des pays, notamment les anciens pays de l'Axe, pour ne pas les nommer, l'Autriche et l'Allemagne, qui pour des raisons qu'on peut deviner sont très prudents et sur cette question-là est très favorables à Israël. Les pays anciennement communistes sont souvent, comme la Hongrie ou la Pologne, sont souvent très pro-israéliens. Et ce qui fait qu'on est isolé, y compris en Europe. Et donc, on n'arrive pas à articuler une parole très forte. C'est assez dommage parce que longtemps, on avait défendu la résolution 242 et longtemps, on était respecté à travers le monde, en Israël comme dans les pays arabes, parce qu'on était capable de parler sur des choses relativement universelles. Ça ne changeait pas forcément le rapport de force, mais ça permettait que les gens puissent dialoguer. Aujourd'hui, on est clairement intégré dans le camp plus ou moins atlantiste et pro-israélien. Il suffit d'écouter la liste des pays cités par Jean-Yves Le Drian tout à l'heure pour bien voir qu'on est uniquement en réalité d'un seul côté. Isabelle de Golemin. Oui, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, d'autant plus qu'on a quand même en Europe la première communauté juive et la première communauté musulmane. Donc c'est vrai que on voit bien que là, nos dirigeants sont pétrifiés par le risque d'importer ce conflit chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grande politique arabe française qui aujourd'hui n'est plus rien depuis, on va dire, Nicolas Sarkozy en gros. Et on avait quand même soutenu les Palestiniens dans leurs droits, qui est quand même leur droit, qui était aussi reconnu par l'ONU. Et on était un des rares pays occidentaux à les soutenir. Donc c'est vrai que c'est un peu triste. Henri Vernet, s'appuyer sur l'Égypte tout de même, c'est malin de la part de l'Europe, non ? Bon, alors c'est malin. Enfin, d'abord, déléguer, c'est quand même un petit peu un aveu de sa propre impuissance. L'Europe, vous avez raison, c'est vrai, elle ne prend pas le relais de la France qui en effet a pesé sur ce domaine. Et je pensais en effet au discours de Mitterrand quand il va à la Knesset. C'est très clair. Là, à cette époque, la France pèse. Et puis après, quand il y a Chirac, rappelez-vous, Arafat l'appelait docteur Chirac, parce que c'est vrai qu'on arrive avec des solutions alors qui étaient parfois un peu bancales. Parfois, on plaisait aux uns, on héritait les autres. Mais ce qui manque aujourd'hui, donc, c'est d'avoir ce relais européen pour les raisons que vous avez dites. Regardez, l'Allemagne, par exemple, est toujours extrêmement prudente sur ce dossier. Oui. On peut la comprendre vu son historique. Donc, alors, est-ce que c'est malin de s'appuyer sur l'Égypte ? C'est peut-être ce qui reste, oui, parce qu'en effet, c'est vrai que l'Égypte, tout simplement, d'abord, c'est le poumon de Gaza. Sisi sera à Paris demain. Et puis, c'est le poumon de Gaza. Je veux dire, l'Égypte, évidemment, elle pèse énormément sur ce dossier. Et c'est vrai qu'évidemment, elle parle avec Israël, puisqu'elle est le premier pays arabe. Et Sadat l'a payé de sa vie à avoir fait la paix avec Israël. Donc oui, si ça peut marcher, c'est vrai que c'est plutôt malin. Mais surtout, ce qu'il faut, vous savez, moi je trouve, je suis dans le métier depuis depuis quelques années. Il se trouve que j'avais assisté à la signature des accords d'Oslo à Washington, 93. Et donc, et à l'époque, vraiment, il y a eu un vrai espoir. Ça a été suivi après. Il y avait un grand espoir. Mais complètement. On croyait qu'on y était arrivé. Oui, le retour d'Arafat à Jéricho, etc. Enfin bon, bref. Mais surtout, il y avait un élan, il y avait un intérêt international pour la cause palestinienne, il a été centrale, y compris très instrumentalisée. Mais le désengagement qu'il y a eu pendant toutes ces décennies depuis de ceux qui pèsent sur la scène internationale est quelque chose d'absolument dramatique. Aujourd'hui, ça revient sous les feux de l'actualité dans cet embrasement, comme en 2014, il y a quelques années, mais cette espèce on a laissé finalement les protagonistes, tout seuls dans leurs affrontements, et c'est vrai qu'en Israël, il y a cette réticence à aller vraiment vers la paix. Aujourd'hui, les Palestiniens sont confisqués par Hamas, qui est un mouvement qui veut la destruction d'Israël. Ouais. Donc on peut comprendre les hésitations des Israéliens. Valérie Lecable. Non, très rapidement, en complément de ce qui a été dit, le président Macron n'a pas eu jusqu'à présent de déclaration extrêmement forte et extrêmement symbolique sur ce sujet, qui est un sujet très compliqué pour les raisons qui ont été dites, qu'on a à la fois la communauté musulmane, l'importation en France du conflit, on va dire ça plus directement.
Donc pour un président qui a ces deux communautés chez lui, c'est pas facile de prendre parti. Et je trouve que du coup, ce que Jean-Yves Le Drian, il faut quand même savoir qu'il est intime avec Sisi. Ils se connaissent extrêmement bien, ils ont une confiance absolue l'un dans l'autre. Et ce n'est pas pour rien que le président Sisi vient à Paris demain, donc le président égyptien. Et je pense que si c'est un signal qui est quand même fort, et il va tout tenter dans la mesure de ses possibilités de trouver, il a dit Jean-Yves Le Drian, une médiation. Effectivement, je pense que c'est effectivement le temps de l'action et de la médiation plus que des grandes déclarations. Et moi, j'ai confiance dans le fait que, en tout cas, tous les deux, Jean-Yves Le Drian et le président Sisi, vont tout faire pour essayer de trouver quelque chose, puisqu'ils s'entendent très bien depuis très longtemps, et que l'Égypte pèse dans cette région du monde, effectivement. Oui, Très vite, Jérôme Saint-Henri. L'Égypte pèserait davantage si elle n'était pas aussi dépendante de l'aide américaine. Il faut savoir qu'après Israël, je crois que c'est le pays qui reçoit le plus d'argent. Ils reçoivent des milliards de dollars, parce que leur économie, en plus, est un peu déficiente. Après, juste un point, je n'ai aucun doute sur le fait que les affrontements auxquels on assiste, les bombardements de part et d'autre, etc., vont cesser. La question n'est pas là, évidemment, ça cesse toujours. C'est le problème que ça sera pas. Il y aura quelques dizaines de morts, etc. C'est très dramatique, mais ça s'arrêtera. La question qui revient sur le devant de la scène avec ce qui s'est passé notamment à Jérusalem, c'est bien la question de la colonisation et de l'avenir d'un pays, Israël, et d'une population, les Palestiniens, pour savoir si il y a une solution de deux États, pas de solution de deux États, donc à ce moment-là, que deviennent les Palestiniens. Le problème va pas ça, c'est sans fin. résolu. C'est sans fin. Mais dans ce que vous dites à Jérusalem, parce que c'est un pays qui, de fait, allie la France. Il donc est c'est important pour nous. 20h50, les informés, c'est le fil info, et puis on passera au dernier thème de ce soir.